Dear guests, the first plenary roundtable is organized by the French Society of International Law and the Italian Society of International Law. This table will focus on narratives and languages in international law. We have the following panelists: Professor Clémentine Bory, member of the French Society of International Law; Professor Jean-Marc Sorel, president of the French Society International Law; Professor David Pavot, professor at the University of Sherbrooke and vice president of the Société Québécoise of Droit International; Professor Lucas Carlos Lima, professor of the Université Fédérale de Minas Gerais; Professor Pierre Baudou-Livinec, International Law Association Director of Studies; Professor Dandy Namou, professor in Abomey-Calavi University, former Secretary General of the Supreme Court and President of the Audit Chamber of Benin. This professor will be joining us in a few minutes, please. Professor Enrico Milano, Legal Advisor, Permanent Mission of Italy of the United Nations, and Professor Hyun-Kyun Kim, member of the Korean Society of International Law. Without further delay, we will give the floor to the chairman, Professor Clémentine Bory. Thank you very much. Bienvenidos en el primer panel del día. Este panel fue organizado por dos sociedades nacionales europeas, la Société Française pour le Droit International y la Sociedad Italiana por el Derecho Internacional. Para empezar nuestro encuentro internacional, parecía imprescindible hablar de las diferentes visiones del derecho internacional que se desprenden de las diferentes sociedades. Y al cruzar las percepciones del derecho, los modos de describir sus normas, se entiende mejor el interés de estas reuniones mundiales y, en general, de la red de sociedades de derecho internacional en construcción. El derecho internacional, como bien lo sabemos, no es monolítico, lleva una parte subjetiva importante y resulta instrumentado por el discurso de quien lo usa. Y entonces el tema de este panel es el de la narración y de los idiomas, que son las del derecho internacional. Por este motivo, ambas sociedades decidieron el uso de 3 idiomas: el inglés, el francés y el español. Y me alegro personalmente de ver que esta mañana ya se prosigue con la misma lógica. I do not mean to be too long because we have many speakers and very little time. So I just want to thank both presidents of the French and the Italian Society for International Law for proposing me to chair this panel, and I will kindly ask each speaker to be straightforward and short to respect the time limits that have been given to them. So first and foremost, I will give the floor to for the introduction of this panel to Professor Jean-Marc Sorel, which is President of the French Society for International Law and professor in Paris-Sorbonne University. Merci, chère présidente. Thanks a lot, dear Clémentine. Bonjour à tous, buenos días a todos, hello everybody. First of all, I would like to tell you why I'm going to use several languages before finally speaking French. Je souhaite tout d'abord vous dire pourquoi je vais utiliser plusieurs langues avant finalement de parler français. Mon rôle sera modeste car je souhaite juste introduire notre panel sur narration et langage en droit international. My mission will be modest. I just want to introduce our panel on narrative and languages in international law. Dois-je parler anglais puisque c'est la langue de travail désormais universelle? Do I have to speak English since it's now the universal working language? Dois-je parler espagnol puisque nous sommes au Pérou et que c'est la langue majoritaire et officielle de ce pays? Tengo que hablar español ya que estamos en Perú y es el idioma mayoritario y oficial de este país.
Dois-je parler français puisque je suis français et que c'est ma langue? Do I have to speak French because it's my native language? Ou même, dois-je parler italien puisque ce panel est co-organisé avec la Société italienne de droit international? Sorry for my bad accent. Devolesh anche parlare italiano? Visto che questo panel è organizzato in collaborazione con la Società Italiano di diritto internazionale, ou encore brésilien, ou coréen, ou Yoruba, parlé au Bénin, puisque nous avons des personnes de ces pays dans notre panel, or Brazilian, or Korean, or Yoruba, spoken in Bénin, since we have people from these countries in our panel. Non, je devrais parler anglais parce que c'est la seule langue qui peut être comprise par la majorité des personnes. No, I would have to speak English because it's the only language today that can be understood by a majority of people here. Mais si je parle anglais, ma et votre compréhension de ce que je veux expliquer sera différente. But if I speak English, my and your comprehension, understanding of what I want to explain is different. Donc, je vais parler français, mais vous avez la traduction. So I'm going to speak French, but you have translation, and only for a few minutes. En effet, cette question n'est pas seulement une question de compréhension de la langue par l'auditoire, mais aussi une question de compréhension des concepts de droit international, car les concepts interagissent différemment d'une langue à une autre, d'une culture à une autre. Selon la région du monde où je m'exprime, selon la langue que j'utilise, selon ma fonction, mon explication du droit international sera différente. Prenons l'exemple très connu du recours à la force, notamment pour la guerre en Ukraine. Entre la diplomatie, liée à la politique juridique extérieure, et l'universitaire, le concept de recours à la force ne sera pas le même. Il variera également, bien sûr, selon ma civilisation, ma région ou tout simplement selon mon État. Si je suis russe, ukrainien, occidental ou africain, mon discours ne sera pas le même. Or, nous utilisons tous le même concept, en l'espèce celui du recours à la force, de son interdiction ou de sa justification juridique. La justification juridique de la Russie paraît conforme au droit international dans l'ordre du discours, mais ne l'est pas si on compare au discours juridique dominant. Donc nous parlons tous de droit international, mais nous ne l'expliquons pas de la même manière et nous ne le traduisons pas de la même manière. On donne au droit international une certaine identité, c'est-à-dire une représentation, autrement dit du construit et souvent du construit académique. C'est l'apparence qu'on donne en expliquant le droit international, c'est donc toujours une forme de fiction. Au fond, on raconte une histoire et on organise la narration en fonction de la fin de l'histoire que l'on souhaite. Ok, sorry. Enfin, donc je disais en fonction de la fin de l'histoire que l'on souhaite. On donne ainsi au droit international une certaine identité. L'hypothèse est que l'identité qu'on lui prête n'est jamais objective, n'est jamais neutre, et tout entière le produit de la construction narrative, désolé, j'espère que ce n'est pas trop complexe, de la construction narrative puisqu'elle est façonnée par les acteurs intéressés, par une certaine identité. Si l'on réfléchit, c'est sur cette base qu'ont été construites toutes les doctrines du droit international. Doctrine des sujets, doctrine de l'État, de la souveraineté, de la personnalité juridique, responsabilité, source, ou encore celle du ius cogens,
Et tous sont concernés, ceux qui produisent ce droit, ceux qui le pratiquent, ceux qui le transmettent ou qui en transmettent une certaine représentation, en particulier l'enseignement, la doctrine et les institutions savantes, dont les sociétés nationales en droit international. Prendre conscience de ceci donne alors un éclairage inédit sur ce qu'est le droit international et peut-être, encore plus important, sur ce qu'il n'est pas. Ce sont ces questions modestes, rapidement, que ce panel donc, souhaite aborder. Je vous remercie, je fus très bref. Merci beaucoup Jean-Marc Sorel pour ces propos éclairants et qui vont nous permettre de bien introduire la discussion. As you've been saying, the first thing that comes in mind when talking about diverse perceptions of international law and narrative is language. What is the influence of language in the vision of international law, and which language is the language of international law? And to begin with that question, to face that question, je donne la parole à David Pavot, vice-président de la Société québécoise pour le droit international, professeur à l'Université de Sherbrooke, qui devrait nous dire quelle est peut-être la vision d'une minorité linguistique, quelle vision elle peut avoir du droit international, quelle est l'influence de la situation singulière du Québec sur les travaux de la Société québécoise pour le droit international. David. Buenos días, good morning, bonjour. La Société québécoise de droit international est constitue en soi une particularité. Tout à l'heure, Alain Pellet nous parlait de sociétés régionales, de sociétés nationales, de sociétés de réseau mondial. La Société québécoise est l'une des rares, si ce n'est quasiment l'unique, société infra-étatique à se concentrer sur l'étude du droit international au sein d'un État. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée par les organisateurs qui m'ont fait l'amitié de m'inviter, existe-t-il une spécificité francophone en Amérique du Nord, une perception francophone spécifique du droit international due à notre langue? La réponse, évidemment, en tant que vice-président de la Société québécoise de droit international et en tant que minorité linguistique, va être évidemment oui. Et je parle ici sous le contrôle du président du Conseil canadien de droit international, que je salue, Guy Van Aert, qui est en ligne et qui pourra peut-être compléter, critiquer ou commenter mes propos. Alors, au niveau, il y a plusieurs niveaux sur cette spécificité. Il y a tout d'abord un niveau d'échelle, tout simplement. Le Québec représente 8 millions d'habitants dans une Amérique du Nord qui est constituée de plus de 350 millions d'habitants. 8 millions d'habitants, et sur ces 8 millions d'habitants, nous avons 6 millions de francophones. Donc, nous sommes une vraie minorité dans une hégémonie anglophone. Au niveau du Canada, eh bien, alors, on a 23 facultés de droit et 5 sont francophones uniquement. Et si on réduit au niveau des professeurs de droit international, il y a aujourd'hui 32 professeurs de droit international francophones au Québec. Donc nous sommes vraiment en situation de minorité. Et en réfléchissant à la question qui m'a été posée, la langue est une affirmation pour nous de notre spécificité, puisque le Québec est une société distincte, constituée sur une religion, une histoire et une langue différente par rapport au reste du Canada. Alors, et cette spécificité se traduit à 3 niveaux. Alors, je suis désolé pour les collègues français, je ne respecterai pas la spécificité française, peut-être du plan de parti, mais elle se distingue au niveau institutionnel, au niveau normatif et au niveau individuel. Au niveau institutionnel, mais tout d'abord, nous avons notre propre société pour le droit international, avec ses propres activités, comme vous le savez. Afin d'affirmer cette spécificité, eh bien, nous avons développé la revue québécoise de droit international, qui est accessible gratuite en ligne depuis 20 ans et dont 30 000 articles sont téléchargés chaque année. Nous avons aussi contribué avec nos collègues belges à la création du concours Charles Rousseau, le concours de procès simulé en droit international, qui est le pendant francophone du concours Jessup.
Et enfin, depuis quelques années, nous commençons à développer des partenariats avec des sociétés francophones afin d'affermir notre spécificité. Alors avec les collègues français, dont le partenariat est en cours de finalisation, et aussi avec des collègues suisses ou d'autres sociétés. D'un point de vue normatif, notre spécificité s'est aussi affirmée, c'est-à-dire par la mise en œuvre du droit international au service de l'identité québécoise. Je prendrai pour ceci deux exemples pour lesquels la mobilisation des universitaires québécois, grâce à la langue et grâce à la mobilisation du droit international, a permis d'affirmer la spécificité de la nation québécoise à travers deux éléments. Tout d'abord, les universitaires québécois des années 60 aux années 2000 ont contribué à la reconnaissance du Jus Tractatum du Québec, dans la capacité du Québec en tant qu'entité intra-étatique de conclure des accords internationaux, de conclure des traités dans ces champs de compétences qui ont été reconnus par le gouvernement fédéral canadien à l'occasion de plusieurs textes législatifs. Et aujourd'hui, le Québec a non seulement des ententes internationales avec des gouvernements, je pense par exemple à l'entente France-Québec en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, ou encore participe à certaines organisations internationales. Le deuxième élément qui a été extrêmement important au Québec dans les années 70, 80 et 90, c'est la contribution au débat sur l'indépendance et l'autonomie de notre province, qui a été l'un des fers de lance de la doctrine québécoise pendant de nombreuses années. Et ces deux éléments constituent, à notre sens, après échange avec mes collègues, eh bien, un élément important de spécificité que l'on retrouve. Enfin, au niveau individuel, au niveau des collègues. Alors, au niveau des collègues québécois, nous avons 92% des collègues québécois qui publient dans les deux langues, en français et en anglais, mais qui publient très majoritairement en anglais. Alors que nos collègues canadiens, selon une étude de l'Association des doyens des facultés de droit canadiens, seuls 37% des collègues canadiens affirment avoir une connaissance passive du français, alors que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Nous avons, alors ce qui caractérise aussi nos collègues québécois, c'est une grande mobilité. Historiquement, les collègues québécois, et j'en suis un des exemples, faisaient tout ou partie de leur formation à l'étranger, et notamment en France. Donc on avait un lien privilégié avec la francophonie. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les derniers recrutements, la plupart des collègues vont faire une partie de leurs études aux États-Unis, en Australie, dans des pays anglophones. Et à titre de vice-président de la Société québécoise de droit international, j'y vois un enjeu pour le maintien de notre spécificité. Et ceci constitue d'ailleurs un alignement sur ce qui se passe dans le reste du Canada. Au niveau ensuite des approches d'enseignement, eh bien, il y a beaucoup de différences par rapport à ce qui peut se faire en Europe notamment, où on est très versé sur les approches expérientielles, très peu de cours magistraux, donc vraiment une approche particulière de l'enseignement du droit international, des prosimulés, des enseignements cliniques, voire des enseignements appliqués. Et enfin, notre dernière spécificité, et je pense où là est aussi un élément important de notre spécificité linguistique, c'est en matière de recherche, où finalement le Québec se caractérise par une interface de culture, où finalement nous bénéficions de la culture francophone, française de recherche, et aussi de la culture anglaise, anglophone, où nous utilisons finalement des méthodes qui sont très particulières, qui vont à la fois chercher sur l'héritage que nous avons de la France et aussi l'influence du monde anglophone. Par exemple, en colloque, il est extrêmement rare désormais que nous entendions des collègues dire « je pense que ». C'est quelque chose qui était assez fréquent il y a quelques années, où maintenant on est davantage dans le constat, et ceci nous l'expliquons par l'utilisation de plus en plus de méthodes empiriques en matière de recherche, et même par aujourd'hui le développement de méthodes computationnelles de recherche, donc c'est-à-dire avec l'usage de données massives au moyen de l'intelligence artificielle. Enfin, dernière chose que peut-être je voulais mentionner, eh bien, c'est l'importance pour nous de défendre notre langue, qui est notre élément d'existence. Voilà. Donc j'espère, alors je ne sais, est-ce qu'il existe une spécificité? Je pense que oui, j'espère vous avoir convaincu qu'il existe une spécificité. Et je remercie aussi, et je suis fier aujourd'hui de voir l'assistance, nous comprendre notre langue, et aussi appeler les collègues eh bien, à continuer à travailler dans les différentes langues. Et je suis extrêmement fier de voir que très peu de gens ont des oreillettes aujourd'hui, et pour moi ceci caractérise la diversité linguistique en droit international. Donc je vous remercie de votre attention. Et merci encore pour l'invitation.